Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée générale de la Fédération des chasseurs de l'Oise. Comme vous le savez, la situation sanitaire que nous subissons depuis plus d'un an nous contraint à revoir la totalité de nos organisations et de nos modes de travail. C'est donc de façon dématérialisée que nous vous proposons cette Assemblée générale, dite digitale, en espérant que la prochaine, dans un an, aura lieu comme d'habitude, avec toute la convivialité qui la caractérise. Avant que chaque intervenant ne prenne la parole, à commencer par le président Harley Daufove, je vous invite à participer à un test afin de vérifier que, pour les adhérents connectés avec identifiant et date de naissance, et qui sont donc à jour de leur cotisation cette saison, puissent voter correctement. Ce test ne prendra que quelques minutes. Pour ce faire, je vous propose de répondre à une question. C'est sur ce même espace que vous serez amené à voter pour chacune des résolutions. À gauche de votre écran s'affiche la question suivante, question test. Il vous suffit de répondre en cliquant sur oui, sur non ou abstention, selon la réponse que vous souhaitez apporter. Le temps d'1 minute est laissé pour voter. À vous de voter. Bien évidemment, ce test ne sera pas comptabilisé dans les votes. N'oubliez pas non plus de valider votre choix une fois que vous l'avez fait. Bon, les votes ont un petit peu de mal à prendre, on voit 46% de votants. N'hésitez pas à faire ce test. Hein. Si jamais vous ne voyez pas l'espace de vote, c'est que vous êtes en plein écran. Hein. Donc, il faut quitter le mode plein écran hein, pour accéder à votre espace de vote. Alors, encore un petit effort, qu'on dépasse les 50% quand même de votants, ce sera bien. Ouais. Voilà, pour ceux qui auraient oublié, hein, n'oubliez pas de valider votre choix une fois que la case n'est plus grise, mais a pris la couleur de la réponse que vous souhaitez apporter. Voilà, on va peut-être mettre fin aux opérations du test. Non ? Voilà, 74%, c'est bien. Comment ? C'est bon ? Bon, on va mettre fin à ce test. Merci d'y avoir participé. J'espère que vous avez tous compris hein, le principe du vote. Pour chacune des 10 résolutions qui vous seront proposées durant cette Assemblée générale, vous serez donc amenés à voter de la sorte. Par ailleurs, sachez que vous pouvez accéder à un espace de discussion. Pour ce faire, survolez l'écran de retransmission vidéo, puis cliquez sur la petite flèche à droite de l'écran. Saisissez votre message. Il sera aussitôt envoyé à nos modérateurs qui, soit vous apporteront une réponse personnalisée, soit sélectionneront votre question pour la poser en fin de réunion. J'espère que cette façon de faire peu habituelle vous semble claire. En cas de difficulté,
et uniquement en cas de difficulté. Je vous invite à contacter notre équipe au 03 44 19 40 48. Je répète, 03 44 19 40 48. Maintenant que les tests sont terminés, je laisse la parole au président Guy Aledofov qui va vous faire part de son rapport moral et ouvrir l'Assemblée générale. Conformément aux statuts qui régissent notre association, les annonces légales sont parues dans la presse locale le 8 et 9 mars 2021 et une convocation individuelle a été expédiée le 5 mars 2021 par courrier et par mail à tous les adhérents territoires de notre département. Je déclare donc ouverte cette Assemblée générale 2021 de la Fédération des chasseurs de l'Oise. Sans surprise, le fait marquant de cette saison est l'épisode de Covid-19 que nous traversons tous et qui a empêché la tenue de notre Assemblée générale l'année dernière, mais qui a aussi contraint l'exercice de la chasse dès le 30 octobre, laissant place aux dérogations qui se sont révélées différentes d'un département à l'autre, même au sein d'une même région. Toutefois, nous pouvons être satisfaits car notre activité a été reconnue d'intérêt général, suscitant parfois l'incompréhension du grand public, ce qui a exacerbé certains comportements, amenant la suspension de la chasse sur 2 communes du département, sans fondement, mais surtout en jetant le discrédit sur l'ensemble des responsables de chasse qui ont subi un acharnement médiatique disproportionné, allant jusqu'à être qualifiés d'organiser des banquets alcoolisés par la milice Barbara Pompili, elle-même sans aucune réserve que la fonction lui impose, profitant de cette vague médiatique pour malmener une fois de plus la chasse française. Permettez-moi, mes chers amis, d'exprimer mon ras-le-bol d'avoir des ministres de tutelle, c'est le cas de Barbara Pompili, qui est notre ministre de tutelle pour la chasse, qui soit foncièrement anti-chasse. Imaginez un instant que le ministre des Armées soit un objecteur de conscience. J'aimerais savoir quelle serait la réaction des militaires. Devant un tel manquement à ses fonctions, je lui ai demandé naturellement de s'expliquer, mais elle se réfugie derrière un rapport de l'OFB dont on nous refuse l'accès, tout en nous demandant d'agir auprès de nos chasseurs. Notre ténacité devant une telle désinformation de la vérité et d'une telle déformation de la vérité a eu raison de cette suspension qui a finalement été abrogée alors qu'elle touchait 12 plans de chasse totalement étrangers à ces contrôles de l'OFB. Nous n'aurons jamais retrouvé une pratique normale de la chasse pendant cette période, avec l'absence de convivialité, d'échange et de transmission qui font les valeurs fondamentales de la chasse. Et surtout, soyons conscients de la tentative de la ministre d'introduire à la notion de chasse de régulation en opposition à la chasse de loisirs et de plaisir, qui a pour but de nous diviser. Attention à ne pas tomber dans ce piège, la chasse est une et indivisible. Néanmoins, cela a mis en lumière le rôle indispensable des chasseurs pour maintenir l'équilibre des espèces. Nous avons eu à déplorer dans l'Oise 2 accidents mortels cette saison, et c'est un triste record, car au niveau national, alors que la tendance est à la baisse, il n'y en a eu, j'allais dire, malheureusement, que 6 décès. Cela ne doit pas sonner comme une fatalité, mais agir comme un électrochoc pour nous mobiliser et adapter nos pratiques pour que cela cesse. Certes, la formation décennale à la sécurité obligatoire qui doit démarrer cette année va nous y aider. Mais dès maintenant, débarrassez-vous de vos mauvaises habitudes. Identifiez formellement l'animal avant de tirer et respectez scrupuleusement vos angles de 30 degrés. Je demande aux responsables de chasse de n'avoir aucune complaisance envers ceux qui ne respectent pas ces consignes. De tels drames sont insoutenables pour les familles et font des ravages sur l'image de la chasse dans l'opinion publique et dans l'opinion publique. Je ne le répéterai jamais assez. Soyez prudents jusqu'au ridicule et sachez qu'un non-tir pour des raisons de sécurité est un acte de chasse
responsables. Les dégâts de grand gibier sont encore à un niveau très élevé en termes de surface, avec une facture qui s'alourdit aussi du fait de l'évolution des cours des denrées agricoles, ce qui se traduit par une augmentation des contributions à l'hectare dans certains secteurs et une forte inquiétude pour la facture de l'année prochaine, car la hausse des prix s'accentue. Une action est en cours au niveau national pour revoir le système d'indemnisation qui devient un vrai problème pour toutes les fédérations départementales, avec pour objectif d'obtenir la prise en charge par l'État du coût du traitement administratif des dégâts estimé à 30% de la facture globale, ce qui est énorme, et de faire participer d'office les territoires non chassés. Il est urgent d'agir pour faire baisser les populations et que certains stoppent leur comportement égoïste car ils pénalisent l'ensemble de la communauté des chasseurs. Nous serons contraints, la mort dans l'âme, de prendre et de faire prendre des mesures autoritaires pour ceux qui ne joueraient pas le jeu. Nous n'attendons pas l'issue de cette négociation dans l'Oise et nous avons passé à un accord historique avec la profession agricole. Je tiens ici à saluer la détermination de Régis Desrumeaux, président de la FDSEA, qui s'est fortement investi pour arriver à la construction d'une charte pour endiguer les dégâts en partant du constat que tous, chasseurs et agriculteurs, devaient être concernés. J'en profite pour le saluer parce que je sais qu'il suit notre Assemblée générale pour lui redire toutes mes félicitations d'avoir eu cette attitude et toute mon amitié la plus cordiale. Ainsi, nous sommes en train de construire le service Action Dégâts pour trouver des solutions avec les acteurs locaux, agriculteurs, chasseurs, au plus proche du terrain. Cette intervention, d'ailleurs, vous sera plus détaillée par Bernard Stub dans son intervention tout à l'heure sur le grand gibier. Cet accord, que l'on peut qualifier d'historique, car il est unique en France, et fait école, est un tournant important dans l'approche de la problématique dégâts, car pour la première fois, agriculteurs et chasseurs œuvrent ensemble pour réduire les dégâts, et à mon avis, ça change tout. Comme si l'épisode du Covid que nous traversons n'était pas suffisant, nous avons dû faire face à un épisode d'épizootie de grippe aviaire qui a amené la France à qualifier le risque d'élevé sur tout le territoire, empêchant le transport des appelants et contraignant l'activité des éleveurs de gibier. La réglementation prévoit une surveillance des appelants en fin de saison de chasse lorsqu'ils ont été utilisés en niveau de risque modéré ou élevé. Nous avons réussi à obtenir une prise en charge financière intégrale par l'État de l'ensemble des frais générés par cette surveillance. Visite vétérinaire, prélèvement, analyse, pour ceux qui sont concernés. Mais c'est là une maigre consolation quand on sait que la chasse à la hutte n'a pas pu bénéficier de dérogation pendant plus d'un mois, alors que la migration s'est avérée être exceptionnelle au mois de novembre. Le risque perdure toujours. J'espère qu'il n'empêchera pas les repeuplements de perdrix et de faisans cet été sur le territoire en zone de gestion petit gibier. C'est pourquoi je suis intervenu au niveau national pour que cette question soit résolue par le ministère de l'Agriculture. Un groupe de travail est mis en place par la direction de la biodiversité du ministère de la Transition écologique afin de trouver des solutions pour, je cite, réduire significativement les troubles à l'ordre public constatés lors des chasses à courre et fortement médiatisés. Je fais d'ailleurs partie de ce groupe de travail. Certes, nous devons être irréprochables dans l'organisation de nos chasses, mais la secrétaire d'État Bérangère Abba, qui nous a demandé ce travail, occulte 2 points importants. Faire cesser avant toute chose l'action des écoterroristes des Havas, qui n'a pour qu'un seul but que d'abolir la chasse à courre en provoquant des tensions et hystérisant des situations dans l'espoir de jeter le trouble dans l'opinion publique et s'attirer la sympathie des médias. Prendre en compte le parti pris de certaines rédactions qui cherchent à chaque fois à nous mettre en défaut quand ce n'est pas certaines institutions elles-mêmes.
ne vous trompez pas. Si la chasse à courre tombe, toutes les autres chasses traditionnelles suivront. Premier rang, la chasse à la hutte, le déterrage, le piégeage, etc. Soyons unis et solidaires. Alors que nous avons eu à déplorer un incident rarissime à l'intrusion d'un cerf sur les voies de la gare de Chantilly, qui n'était pas arrivé depuis 50 ans, perturbant les usagers du train, ce qui est fort regrettable, la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts aux prochaines élections régionales, l'inineffable Karima Delli, s'est empressée d'organiser une parodie de dépôt de gerbes sur les quais de la gare en hommage aux cerfs inconnus. Cette parodie de dépôt de gerbes aux cerfs inconnus est une véritable honte, car elle se moque du dépôt de gerbes du soldat inconnu en se livrant à ce cirque scandaleux. Elle a insulté notre mémoire et tous ces patriotes tombés pour la France. Décidément, ces Khmers verts ne respectent rien. Elle a voulu ainsi s'attirer la lumière et tenter d'exister sur l'échiquier politique régional, promettant en toute démagogie l'organisation d'un référendum sur la chasse à courre, si elle remporte les élections, ce qui est moins probable, alors que le Conseil régional n'a pas la compétence pour statuer sur un tel sujet. Elle a réussi à fédérer autour d'elle toutes les forces de gauche pour faire cause commune lors du prochain scrutin. Mais ne vous méprenez pas sur ses intentions. C'est la chasse, toute la chasse, qu'elle veut supprimer. Alors, à l'approche des prochaines échéances électorales, je reprendrai les mots de mon ami Willy Schramm, que je salue parce que je sais qu'il suit en direct notre conférence depuis son Pas-de-Calais natal. Les amis de mes ennemis seront mes ennemis sans aucun état d'âme. Ne vous y trompez pas, le programme d'Europe Écologie Les Verts est parfaitement clair, c'est toute la chasse qu'ils veulent interdire. Avec l'initiative de référendum d'initiative populaire, le fameux RIP, on voit bien la montée en puissance d'un réseau anti-chasse qu'il nous faut sans cesse combattre en gagnant la bataille de l'opinion. C'est pourquoi nous avons distribué le manifeste Chasseurs Cœur de Biodiversité à tous les élus de la République en France, qui représentent à près 650 000 exemplaires, afin de répondre à la désinformation. Et nous avons fait le choix, dans l'Oise, de l'envoyer à tous les chasseurs pour que vous puissiez vous appuyer sur un argumentaire fiable, chiffré, pour expliquer votre passion autour de vous. Il y a des exemplaires disponibles pour vous à la Fédération. N'hésitez pas à venir en chercher pour une large diffusion autour de vous. Je vous répète ce leitmotiv. La chasse a besoin d'être expliquée pour être comprise, d'autant plus qu'on a glissé d'une civilisation qui était avant essentiellement rurale à une civilisation urbaine où les gens ne comprennent plus parce qu'ils ne savent pas. Et de l'ignorance naît les discours les plus dogmatiques. Et pour casser cette ignorance, il est un devoir impérieux pour le monde de la chasse et vous, amis chasseurs, d'informer et d'informer sur des faits concrets. C'est d'autant plus d'actualité qu'un sondage IFOP apparaît démontre que rien n'est perdu dans l'opinion publique. C'est dans cette même veine que nous avons organisé la ruralité en fête dans les Hauts-de-France. Certains nous reprochent d'avoir retiré le mot chasse de l'intitulé de la fête et de perdre en visibilité auprès du grand public. Mais il suffisait d'entrer dans le magnifique parc du château de Compiègne pour comprendre combien la chasse était belle et bien présente. Nous avons été les seuls à savoir su organiser un tel événement avec les contraintes sanitaires que vous connaissez. Aucune manifestation n'a pu se tenir avec autant de succès cette année, avec plus de 17 000 visiteurs, sûrement d'ailleurs la seule en France. Quelle démonstration! Et Joël Dubar reviendra dans son intervention tout à l'heure sur cette magnifique fête de la chasse. Les actions de votre fédération réalisées avec vous sur vos territoires sont mises en avant à travers notre rapport d'activité et grâce à la réforme de la chasse, nous pouvons compter sur l'éco-contribution comme nouvelle ressource. Mais cela doit être mis en parallèle de l'abandon du timbre national grand gibier qui appauvrit le service dégâts, nous obligeant à un autofinancement quasi strict des dégâts avec la contribution à l'hectare. Nous pouvons aussi toujours compter sur le soutien indéfectible du Conseil régional des Hauts-de-France et de son président Xavier Bertrand, qui nous assure, à travers une convention pluriannuelle d'objectifs,
le financement d'actions en faveur de la biodiversité ou d'appels à projets pour les aménagements sur nos territoires. Cette contribution régionale nous est indispensable pour pouvoir financer nos actions en faveur de la biodiversité. Et il est rare qu'une région s'engage aussi fortement et sans aucune ambiguïté vis-à-vis du monde rural et du monde de la chasse que je tenais à le saluer ce soir pour vous. Tout cela va vous être présenté ensuite sur une forme nouvelle, de manière plus condensée et dématérialisée, avec laquelle, je vous l'avoue, je ne m'habituerai jamais. Cette crise a modifié notre manière de travailler. Nous avons dû nous adapter en instaurant une dose de télétravail à la Fédération, tout en maintenant excusez-moi, la continuité du service pour nos chasseurs et nos territoires. Enfin, je tiens à saluer le travail accompli pendant près de 10 ans par Michael Angelin, qui est parti pour une nouvelle aventure à la Fédération de Vendée. C'est à Julien Closier, déjà bien connu de tous, que revient la charge de reprendre son secteur d'agent. Je leur souhaite une belle réussite professionnelle à tous les deux. Je tiens à remercier très chaleureusement le directeur de la Fédération, Marc Morgan, pour ses compétences et le dévouement qui va au-delà de son statut de salarié pour la défense de notre cause et de notre art de vivre. Merci aussi à l'ensemble des collaborateurs de la Fédération qui font preuve de beaucoup de passion dans l'accomplissement de leurs tâches. Enfin, merci à mes collègues administrateurs qui bénévolement, et je tiens à le souligner, œuvrent à mes côtés à la défense de la chasse. Ne vous trompez pas, mes amis, ce que nous sommes en train de vivre est gravissime, car c'est l'ensemble de notre ADN rural que les Khmers verts et autres islamo-gauchistes veulent mettre à terre pour y instaurer une dictature verte que nous récusons de toutes nos forces. Au-delà de notre combat pour la chasse, c'est toute notre histoire, notre passé, notre culture, nos croyances et civilisations que l'on veut gommer. Un pays se construit et ne se maintient que sur ses racines. Notre combat est juste et doit être sans compromission ni faiblesse. Il en va de l'avenir de nos enfants. Croyez que j'exagère? Et malheureusement non. Brigitte Bardot vient de lancer une campagne d'affichage en assimilant les chasseurs à des tueurs, en détournant les affiches du gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Croyez-moi, cela ne fait que commencer et il va falloir rendre coup par coup. Réservez le plus mauvais accueil à ces panneaux publicitaires quand vous les verrez dans l'Oise. J'espère que vous avez pu traverser cette crise sanitaire sans encombre, vous et vos proches, et j'espère que nous pourrons nous retrouver autour de cette passion qui nous anime, avec toute la convivialité qui la caractérise dès l'ouverture prochaine. Prenez soin de vous et vive la chasse. Merci, Président. Même si le Président vient de rappeler à quel point la crise sanitaire avait impacté notre activité, je vais vous faire un point rapide sur la situation. La Covid-19 a lourdement impacté nos organisations et l'impacte aujourd'hui encore. Le déroulement de cette Assemblée générale en distanciel en est la preuve. Depuis 1 an maintenant, nous vivons au rythme des dérogations. La chasse n'a jamais été interdite, mais notre pratique a été contrainte par les limitations de déplacement et de regroupement. Nous avons donc utilisé l'année dernière la loi d'urgence sanitaire du 24 mars 2020 qui confère les pouvoirs de l'Assemblée générale au Conseil d'administration, ce qui nous a permis de fonctionner en proposant des dates d'ouverture et des cotisations pour assurer un budget et donc la chasse dès le 1er juin. Nous avons aussi modifié nos statuts en introduisant la possibilité d'organiser notre Assemblée générale en ligne à compter de cette année, mais nous ne pensions pas utiliser cette possibilité si vite. La perturbation la plus importante a été celle introduite par le décret du 29 octobre en pleine saison de chasse, donnant lieu à une dérogation qui n'a pas autorisé la recherche au sang et qui a purement et simplement interdit la vénerie. Il aura fallu attendre le 27 novembre pour voir la situation se détendre avec la possibilité de rechasser le petit gibier dans la limite de 20 km et de 3 heures, mais toujours sans recherche au sang ni vénerie. Enfin, le 15 décembre, nous avons assisté à un retour quasiment à la normale. Mais cette fin de saison est de nouveau perturbée avec la mise en place de nouvelles mesures renforcées pour freiner l'épidémie de Covid-19, le 20 mars dernier, qui donne lieu à une nouvelle dérogation depuis le 24 mars. Même si nous avons été affectés dans nos libertés, le plus important
et que nous n'avons jamais cessé de chasser, fort de la reconnaissance d'intérêt général de la chasse. Mais croyez bien que ce n'est pas si simple. Il faut négocier avec la DDT et les services de la préfecture, allant parfois jusqu'au rapport de force pour obtenir un accord souvent partiel. Et il nous faut faire des choix dans l'intérêt général, au risque de tout perdre. Au niveau interne, nous avons pu mettre en place le télétravail pour une partie du personnel et nous avons dû également limiter les jours d'ouverture de nos locaux, annuler certaines formations pour limiter les interactions sociales. Enfin, je dois rappeler aux détenteurs d'appelants pour la chasse au gibier d'eau qu'ils doivent retourner le plus vite possible au siège fédéral leur déclaration complémentaire de détenteur, que vous ayez chassé ou non la saison dernière et que les appelants aient été utilisés ou non à la chasse. Je vais maintenant laisser la parole à Joël Dubas, qui va vous présenter le rapport d'activité de l'année dernière. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour à cette Assemblée générale exceptionnelle en visioconférence digitale. Avant de vous parler en détail des dernières actions menées par la Fédération des chasseurs de l'Oise, je vous invite à consulter depuis la base documentaire dont vous avez accès sur ce site le rapport d'activité 2019-2020. Il est consultable par thématique et vous donnera dans le détail les résultats de nos actions et l'ampleur de nos activités dans le département, qui compte, je vous le rappelle, plus de 14 000 chasseurs. Concernant l'activité de la Fédération des chasseurs de l'Oise, au cours de la dernière année, Marc Morgan vient de vous le préciser. Elle a été lourdement impactée par la crise sanitaire. Nous tous avons subi les restrictions liées à la Covid-19 et cela nous a empêchés de vivre pleinement notre saison de chasse. Au-delà de ça, cette crise sans précédent a entraîné l'arrêt pur et simple d'une certaine de nos activités. Ainsi, l'accueil de scolaires et les différentes animations proposées ont été stoppées et fonctionnent encore au ralenti aujourd'hui. Nous avons néanmoins adapté notre offre. Notre médiatrice nature se déplace désormais au sein des établissements et de nouveaux projets comme ceux portés au niveau régional comme l'hirondelle et la biodiversité la mobilise sur de nouvelles cibles. Les formations ont également été impactées. Elles ont été interrompues de mars à juin. Les formations pour le permis de chasser ont pu être assurées depuis cet été sous formes différentes afin de respecter les mesures sanitaires. Et le retard accumulé a pu être comblé. Nos formateurs ont fait preuve de souplesse et se sont adaptés au contexte qui nous contraint encore aujourd'hui dans l'organisation de nos sessions. À noter quand même, s'agissant de formation, que l'arrêté du 5 octobre 2020 relatif à la sécurité en matière d'activité cynégétique impose à tout chasseur de suivre obligatoirement une formation sécurité tous les 10 ans. Les modalités de mise en place de cette formation seront prochainement connues. Nous ne manquerons pas de vous communiquer à ce sujet afin de vous proposer le meilleur dispositif qu'il soit. Concernant les événements, opération Hauts-de-France propre, celle de mars 2020 a été annulée dans notre département puisque nous avons eu la primeur de voir nos scolaires confinés une semaine avant les autres. Quant à l'édition 2021, elle est pour l'heure repoussée au mois de septembre à une date non communiquée à ce jour. Croisons les doigts pour qu'elle ait lieu. Ce sera signe que nos activités redeviennent normales. En 2020, le seul événement qui a pu être maintenu, et pas des moindres, a été la ruralité en fête dans les Hauts-de-France. Nous avons profité d'une accalmie, si on peut l'appeler ainsi, et cet événement, qui revient tous les 2 ans, a reçu toutes les autorisations pour être organisé dans le parc du Château de Compiègne les 5 et 6 septembre 2020. Nous avons scrupuleusement respecté la jauge et les gestes barrières pour proposer un week-end de fête autour de la chasse et de la nature. Si certains doutaient encore de la réussite d'un tel événement qui a été organisé en 2 mois seulement contre 10 mois en temps normal, nous avons pu leur proposer notre savoir-faire. Plus de 17 000 chasseurs et visiteurs se sont pressés sous un chaleureux soleil à la découverte de 150 stands et d'animations toujours aussi variés.
Je vous laisse découvrir en images les temps forts de ce week-end. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. La ruralité, c'est tout d'abord une tradition, et une tradition française. Vous êtes ici en famille, entre amis, vous êtes les passeurs d'une histoire. J'ai peur de la peur. On ne gagne pas une guerre en ayant peur, au contraire, on la perd. On ne peut pas continuer aujourd'hui à chasser avec une pression autour de nous. Mais là-bas, on les appelle plutôt les aigles ravisseurs. Alors, ravisseurs pour moi. C'est parce que notre civilisation rurale est menacée qu'il est impératif de fêter nos campagnes autant que l'on peut. On reste les derniers hommes libres et les derniers gens heureux qui vivent dans ces territoires. Je vous propose donc de passer au vote de la résolution numéro 1, approbation du compte-rendu d'activité de la saison de chasse 2019-2020. N'oubliez pas qu'il faut quitter le mode de plein écran pour accéder à l'espace de vote. Une fois que vous avez fait votre choix, n'oubliez pas non plus de le valider. Les votes sont ouverts, allez-y. On vous attend.
Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais nous à l'écran, on voit le taux de remplissage des votes. On est à 42%, 67%, c'est bien. On aura du mal de toute façon à atteindre les 100%, on le sait, mais il faut qu'un maximum de personnes se prononcent. Voilà, on a atteint les 85% de votants. Je vois que vous êtes familiarisés avec l'opération de vote, c'est très bien. C'est bon? Parfait. Donc les votes sont clos. On va vous donner les résultats du vote. Donc le compte-rendu est approuvé avec 687 voix pour, 2 non et 12 abstentions. Merci. Je passe la parole maintenant à Luc Vandenabel, notre trésorier, qui va vous présenter son rapport financier. Mesdames et messieurs, chers amis chasseresses et chasseurs, les faits marquants à retenir pour cette saison 2019-2020 qui ont pu impacter le rapport financier sont les suivantes. Tout d'abord, la nouvelle réforme de la chasse a nécessité la fusion de nos deux comptabilités. Ainsi, le service général et le service dégâts ne forment désormais qu'une seule et même comptabilité. Les investissements de la saison se sont élevés à 161 000 €. Un des postes les plus importants a concerné le remplacement des véhicules, au nombre de 3, pour un montant de 64 000 €. Suivi des aménagements extérieurs du site de formation de Breteuil pour 34 000 €. À noter également un investissement de 18 000 € pour les clôtures électriques, la construction d'un centre de sauvetage, chalet et volière, pour le petit gibier sur notre site d'Agnetz pour 12 000 € et l'achat d'un numéro de hutte à Appilly pour 5 000 €. Comme vous le savez, la Fédération des chasseurs n'a pas été épargnée par les restrictions d'activité liées au Covid-19. Nous avons rémunéré 2 684 heures de chômage partiel, indemnisées à hauteur de 24 000 €. Enfin, il est à noter une hausse significative des charges liées aux dégâts de gibier avec 364 000 € de plus que pour la saison 2018-2019. Je vais présenter le suivi des dégâts. Le déficit important constaté cette année s'explique par la hausse de 116 000 € d'indemnités versées par rapport à l'année d'avant, par l'augmentation des provisions de 236 000 € pour les dégâts à venir et la baisse des ressources tirées du timbre départemental grand gibier du fait de la prise massive de validation nationale pour 118 000 €. Nous allons passer au bilan actif. Concernant l'actif immobilisé, il est mouvementé en moins par les dotations aux amortissements et en plus par les investissements. L'actif circulant est en augmentation de 385 000 €, correspondant à 11 000 € de stock, 183 000 € d'encours clients et 193 000 €, dont la CDDC des débiteurs de 28 000 € et la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France de plus de 200 000 €. L'actif disponible est en augmentation de 110 000 €. Les comptes de régularisation charges constatées d'avance augmentent de 8 000 €. Sur le passif, les fonds associatifs sont en baisse du fait de résultats déficitaires de cette année. Les provisions sont en hausse de 227 000 € dues à l'augmentation de 240 000 € de la provision d'indemnisation des dégâts, soit 1 093 000 € au 30 juin 2020 contre 853 000 € au 30 juin 2019 et de la baisse des provisions diverses. Les dettes sont globalement en hausse de 86 000 €. Si on note une baisse de 38 000 € des emprunts, on constate une dette fournisseur de plus de 52 000 €, des dettes fiscales et sociales de plus de 32 000 € et d'autres charges à payer d'un montant de plus de 40 000 €. Les comptes de régularisation, produits constatés d'avance, sont en hausse de 194 000 €. Le compte de résultat 2019-2020. Les produits d'exploitation par rapport à l'exercice 2018-2019 sont en hausse de 153 000 €. Les variations significatives sont liées à la vente de marchandises, plus 60 000 €. Les dispositifs de marquage, plus 96 000 €. La contribution à l'hectare, moins 45 000 €. Le timbre fédéral, le timbre grand gibier lié à la nouvelle réforme, moins 243 000 €, compensé en partie par la contribution financière de la nouvelle réforme, plus 165 000 €. Les conventions et subventions, plus 177 000 €,
dont une partie provient de la Fédération régionale des chasseurs, en contrepartie des actions réalisées dans le cadre de l'éco-contribution sur des projets régionaux, comme par exemple Hauts-de-France Propre et Appel à projet Connaissance. Suite à l'impact du Covid, empêchant la venue des écoles, les accueils de scolaires ont baissé de 7 000 €, les reprises de provisions de 9 000 € et le transfert de charges de 10 000 €. Les charges d'exploitation sont elles aussi en hausse de 158 000 €. Cette hausse s'explique par l'augmentation des achats de marchandises, plus 60 000 €, les indemnisations de dégâts, qui ont augmenté de 116 000 €, la baisse de 25 000 € de subventions, les charges extérieures qui ont diminué de 208 000 €, la baisse des salaires et des charges à hauteur de 20 000 €, les dotations aux amortissements et dépreciations à moins 19 000 € et les dotations aux provisions dégâts de gibier qui ont augmenté de 239 000 €. Le résultat de l'exploitation du service général affiche donc un excédent de 362 000 €. Le résultat de l'exploitation du service dégâts de gibier affiche pour sa part un déficit de 543 000 €. Compte de résultats 2019-2020. Le résultat financier affiche au global un excédent de 20 000 €. Le résultat exceptionnel affiche au global un excédent de 6 000 €. Les produits sur les cessions de véhicules sont de 10 000 €. Le sinistre suite à l'incendie de la hutte à Agnetz affiche un produit de 13 000 €, pris en charge par Groupama, et les charges sont de 16 000 €. Réparation. Le résultat net de l'exercice affiche au global un déficit de 156 000 €. Nous vous présentons les mêmes résultats sous forme de graphique. Et je demande maintenant à M. François Mercier, notre commissaire aux comptes, de nous présenter les comptes et son intervention, s'il vous plaît. Eh bien, merci. Donc, bonjour à tous. Je ne vais pas vous faire lecture de mon rapport parce que là, en visioconférence, ce serait sans doute compliqué. Donc, je vais juste me contenter de vous indiquer que les comptes qui vous ont été présentés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Par ailleurs, j'ai des éléments à vous indiquer concernant le rapport sur les conventions et engagements réglementés. Il se trouve que nous avons noté des prestations de services entre la Fédération des chasseurs de l'Oise et la Fédération régionale des Hauts-de-France. Alors, ces prestations concernent plus particulièrement des mises à disposition de personnel afin de réaliser des études concernant les blaireaux, les perdrix, la mortalité des chiroptères liés au parc éolien, les Hauts-de-France propres et la ruralité en fait. Des barres d'effarouchement ont également été facturées. Ces prestations se sont élevées à la somme de 198 137 € sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Des avances ont été versées à la FRC afin d'alimenter son BFR sur des opérations spécifiques, en particulier la fête de la ruralité, et s'élèvent globalement à la clôture de l'exercice à 23 500 €. Messieurs Guy Harlé-Dauphauve, Joël Dubas, Luc Vandenabel, simultanément administrateurs de votre fédération et administrateurs de la Fédération régionale des Hauts-de-France, sont concernés par cette convention. Telles sont les informations que j'avais à vous indiquer. Et je vous remercie de votre attention. Bien, nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice 2019-2020 tels qu'ils vous sont présentés. Il convient d'affecter le résultat de 156 094 € et 59 centimes de déficit au débit du compte report à nouveau déficitaire. Je vous demande, monsieur le directeur, de faire adopter la résolution numéro 2. Nous passons donc au vote de la résolution numéro 2. Les votes sont ouverts. N'oubliez pas de valider votre choix, je le rappelle à chaque fois, et de quitter le mode de plein écran pour accéder à cet espace de vote si vous ne le trouvez pas. Je vais profiter de
ce moment de vote pour vous indiquer que nous sommes 129 personnes présentes à l'Assemblée générale, plus une cinquantaine d'invités. Vous remarquerez que le nombre de voix est beaucoup plus important que le nombre de présents, puisqu'on a intégré cette année les voix territoire. Et donc, on peut voter soit pour une voix chasseur, soit pour plusieurs voix territoire. Voilà, on attend les 82% de votants. « 87%. C'est très bien. Voilà, on va arriver au terme du vote et nous allons donc passer au résultat du vote. Le rapport financier est donc approuvé avec 651 voix pour, 39 voix contre et 28 abstentions. Je vous remercie de votre confiance. Nous allons donc passer maintenant la parole à Christian Pilon, secrétaire général, qui va vous présenter le budget prévisionnel pour la prochaine campagne de chasse. Pardon, excusez-moi. Je suis allé trop vite en besogne. Nous passons donc à la résolution 3 que va vous présenter le président. Petite faiblesse du directeur, on va lui pardonner. Je vous demande d'approuver la résolution 3, le renouvellement du mandat du cabinet FM Audit, commissaire aux comptes, pour une durée de 6 ans. Si vous voulez bien passer au vote. On est à 28% pour l'instant. 66. 79. 89. Je crois qu'on peut arrêter maintenant les votes, ça ne bougera plus. On arrête les votes. Résultat. Je ne vois pas les chiffres. Oui, 703 voix, non 1. Abstention 20. Monsieur le commissaire, vous faites un carton. Votre renouvellement est accepté. Merci beaucoup. T'en prie. Très bien, donc maintenant on va passer à la présentation du budget, comme il se doit. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, chasseurs, chasseresses et adhérents de cette fédération. Je vous remercie de m'accueillir. Le budget fédéral est établi en fonction des différents critères et après plusieurs réunions de travail de la commission financière et juridique de la fédération. Je vous rappelle que la fédération est une association en 1901 qui a des missions de service public et qu'à ce titre, elle doit équilibrer ses comptes. Les différentes orientations de votre fédération sont le développement de la politique petit gibier, les soutiens aux communications au sens large et l'aide au GIC, les obligations contractuelles notamment en matière de dégâts et une anticipation des baisses du nombre de permis départemental de l'ordre de 5,5%. Le tableau qui vous est projeté, les produits d'exploitation s'élèvent au global à 4 076 000 €. Ils sont répartis sur le compte général pour 2 327 000 € et sur le compte dégâts pour 1 749 000 €. En contrepartie, nous avons des charges d'exploitation qui s'élèvent au global à 4 105 000 €. Ils sont répartis compte général à 2 346 000 et sur le compte dégâts pour 1 759 000. Vous avez la ventilation dans chaque paramètre qui est exposé au tableau. Les résultats d'exploitation au global, le
le résultat prévisionnel financier est réparti sur les services généraux à hauteur de 4 000 € et de 12 000 € sur le service dégâts, soit 16 000 € au global. Le résultat prévisionnel est établi à partir des différents placements sécurisés. Le résultat prévisionnel exceptionnel s'élève à 17 000 € sur le service général, résultat établi à partir de ventes de véhicules et de produits de subvention d'investissement. Résultat net prévisionnel est égal à 1 000 €. Nous vous présentons les mêmes résultats sous forme de graphiques qui vous sont présentés. La globalité du tableau qui vous est présenté, service général produit, ce qui est notable sur le guichet unique est en baisse du fait de la baisse des permis départementaux, les compensations financières par la FNC du fait de la réforme, et les conventions et subventions proviennent en contrepartie de l'éco-contribution des projets régionaux ainsi que les subventions du conseil départemental et du conseil régional. Florence de la Jeunesse vous présentera tout à l'heure les différents projets concernant cet ensemble. Le service général charge. Concernant le service général, les subventions représentent les aides directes au territoire et GIC pour notre politique petit gibier. Les contributions financières par la FNC représentent la part des 5 € par chasseur collectés pour l'éco-contribution. En ce qui concerne le compte service dégâts, l'augmentation des ventes de Mirador, vous avez éclaté sur ce qui vous est présenté au tableau, la compensation financière de la FNC du fait de la réforme de la loi chasse, l'augmentation de la taxe à l'hectare sur plus d'unités de gestion. En regard de ça, les charges, le prévisionnel a été établi avec une hypothèse d'une indemnisation à hauteur de 1 200 000 € pour pallier à une augmentation du prix des denrées. C'est pourquoi il faut impérativement faire baisser les surfaces des dégâts. Nous vous demandons de bien vouloir approuver ce budget. Nous passons donc au vote de la résolution numéro 4 qui porte sur l'approbation du budget prévisionnel de la saison de chasse 2021-2022. Les votes sont ouverts. Je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier de valider son choix une fois qu'on a choisi pourquoi on allait voter et de quitter le mode plein écran pour accéder à l'espace de vote. Voilà, vous êtes 61% à avoir voté jusqu'à maintenant. « 88%, c'est mieux que tout à l'heure, c'est très bien. Voilà, bon, je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Voilà, les votes sont clos. On va passer maintenant au résultat des votes. Donc, le budget prévisionnel pour la saison de chasse 2021-2022 est approuvé à 639 voix pour, 74 voix contre et 53 abstentions. Merci. Nous allons maintenant vous présenter l'activité du projet Oiseau. Je ne me trompe pas.
Madame, Monsieur, bonjour. Vous venez de voir une présentation du projet Oiseau, financé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Je remercie Morgane Bethelot, Mallory Crépin et Michael Angelin pour ce travail au long cours. La Fédération des chasseurs de l'Oise travaille avec d'autres partenaires financiers, comme la région Hauts-de-France, le département de l'Oise ou encore la Fédération nationale des chasseurs et l'Office français de la biodiversité. Excusez-moi. Vous l'aurez compris, l'Agence de l'eau nous permet de financer 80% d'un salarié et demi sur un projet lié spécifiquement aux zones humides chassées. Le conseil départemental nous alloue une subvention de fonctionnement de 20 000 €, qui sert notamment à financer les analyses en laboratoire, les formations au permis de chasser ou d'autres formations synergétiques et bien d'autres actions encore. Pour rappel, l'éco-contribution est un fonds dédié aux fédérations des chasseurs, alimenté par 5 € venant de la licence annuelle du permis de chasser, plus 10 € de l'État pour chaque permis validé. Ce fonds est géré par la Fédération nationale des chasseurs et l'Office français de la biodiversité. Grâce à l'aide du Conseil régional des Hauts-de-France et de l'éco-contribution, des projets spécifiques sont développés. Par exemple, nous avons pu acquérir 8 barres d'effarouchement utilisées pour limiter l'impact de la fauche sur la petite faune. Ces barres sont chez des agriculteurs répartis dans le département. Nous réalisons l'opération Hauts-de-France propre, opération participative afin de nettoyer la nature. Nous animons auprès des scolaires une activité nommée « Un nichoir dans mon jardin ». Cela consiste à faire découvrir aux enfants les oiseaux communs qui se trouvent dans nos jardins. Le temps passé des techniciens pour conseiller chasseurs et agriculteurs sur l'aménagement des territoires de plaine est également financé. Nous avons démarré un projet lié à la méthanisation. Ainsi, nous faisons un suivi de l'impact des couverts dédiés à la méthanisation sur la petite faune. Ou encore l'opération Hirondelles et biodiversité. C'est un projet financé qui permet de sensibiliser petits et grands à la reconnaissance et la préservation des hirondelles. Pour la saison cynégétique 2021-2022, ce sont 258 000 € qui seront alloués à la Fédération des chasseurs de l'Oise. Cette somme permettra de garantir certains emplois et de mettre en place des projets valorisant le monde de la chasse. Pour finir, je voudrais remercier Candice Barja, qui coordonne tous les travaux liés à cette commission environnement, et je vous remercie de votre attention. Les cotisations générales, en ce qui concerne le prix du permis national, restent inchangés à 205 €, dont 5 € reversés pour les fonds biodiversité auxquels l'État abonde à hauteur de 10 € par chasseur. Ce prix est défini par la Fédération nationale et il est identique partout en France. Dès sa mise en place, nous avons assisté à une envolée des permis nationaux pris dans l'Oise, puisque l'on passe de 2272 à plus de 7007 en 2 ans. Le prix de la vignette reste à 80 €, malgré le transfert important des permis départementaux vers les nationaux, puisque l'on passe de 12 483 à 5 444 permis en 2 ans. La vignette temporaire de 9 jours est à 40 €. Le prix de la vignette fédérale, temporaire 3 jours, est de 20 €. Sans surprise, on assiste à l'effondrement du permis temporaire qui devient quasiment inutile au vu du succès des nationaux. Première validation, cette année encore, les nouveaux chasseurs bénéficieront d'un timbre fédéral au prix de 30 €. Les frais de participation de gestion pour la validation départementale sont fixés à 5 € pour la validation par correspondance, à 2 € pour une validation Internet et gratuit pour les e-validations. Ces frais de gestion correspondent aux surcoûts en personnel, matériel, logiciel informatique et frais postaux. Le montant de l'adhésion simple, obligatoire, égal au montant de la vignette fédérale s'établit cette année à 80 € pour les adhérents détenteurs d'un plan de chasse grand gibier et de 50 € pour les adhérents uniquement détenteurs d'un plan de gestion petit gibier. Par ailleurs, nous vous proposons de fixer les prix identiques de l'année dernière pour les contrats services liés à l'apport technique dans la gestion des espèces et des territoires. Droit fixe 35 €, droit proportionnel à l'hectare 0,53 €. Pour les territoires dont la superficie supérieure à 1000 hectares,
Le coût du contrat service sera limité, calculé sur la base des 1000 premières hectares. Je vous demande de voter cette résolution. Très bien, donc nous passons donc au vote de la résolution numéro 5, qui porte sur l'approbation du prix des cotisations en général. Ça regroupe donc les prix qui vous ont été présentés, prix de la vignette fédérale, frais de fonctionnement du guichet unique, adhésion et redevance au contrat de service. Les votes sont ouverts. N'oubliez pas de valider votre choix. Voilà, nous sommes à 35% de votants. Je le répète, si jamais vous ne trouvez pas l'espace de vote, il vous faut quitter le mode plein écran de votre ordinateur. Voilà, on est à 83% de votants. 84. Très bien, on attend les 85% et la minute est dépassée. Les votes sont donc clos et nous allons donc passer aux résultats. Donc, les cotisations en général pour la campagne 2021-2022 sont approuvées avec 661 voix pour, 15 voix contre et 19 abstentions. Nous allons donc continuer avec l'opération Mirador. L'opération Mirador, poste tir aménagé plus sécurisé. Une opération sécurité va être mise en place sur la période du 1er juillet au 1er octobre 2021. Cela consiste à commander des Miradors dans la limite de 10 par adhérent titulaire d'un plan de chasse grand gibier. Opération plafonnée à 530 Miradors. Le prix de vente de ce Mirador est à 75 €, mais il va être subventionné à hauteur de 20 € par Mirador. Autorisation d'acquisition et de vente de propriété. Selon l'article 11 des statuts de la Fédération, je vous demande de bien vouloir donner l'autorisation nécessaire au conseil d'administration pour procéder à toutes les opérations d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, de terrains nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la Fédération et également à sa gestion. Politique en faveur des GIC. Pour les adhérents territoires bénéficiant d'un contrat service, la Fédération continue sa politique de soutien en faveur des groupements d'intérêt synergétique. Ainsi, elle continuera à consentir une réduction de 40% sur les cotisations fédérales pour la campagne 2021-2022, contrat de service compris, aux adhérents des GIC dans la mesure où la totalité de leurs membres adhèrent également à la Fédération et souscrit un contrat de service. Par ailleurs, une remise de 50% sur le matériel rétrocédé par la Fédération pourra être allouée aux adhérents du GIC, sous réserve qu'ils soient adhérents en contrat service à la Fédération. Je demande de bien vouloir voter la résolution numéro 6. Voilà, les votes pour la résolution numéro 6 sont ouverts. Elle porte sur l'approbation des résolutions réglementaires, comme on les a appelées, qui regroupent l'opération Mirador, l'autorisation d'acquisition et de vente de propriétés, ainsi que la mise en place de la politique en faveur des GIC. Les votes sont ouverts. Voilà, vous êtes 70% à avoir voté. Voilà, 89%, c'est très bien, c'est très bien. On se rapproche des 90. Toujours compliqué d'avoir 100%, voire impossible, peut-être 92%. Voilà. Voilà, les votes sont clos. On va maintenant annoncer les résultats du vote. Donc la résolution est approuvée avec 673 voix pour, 57 voix contre et 30 abstentions. Voilà, on passe la parole maintenant à Bernard Stubb qui va vous présenter le rapport de sa commission. Mesdames et messieurs, il me revient de vous faire le rapport d'activité de la commission Grand Gibier.
concernant l'espèce chevreuil, l'évolution du plan de chasse chevreuil est stable depuis 2015-2016. Les attributions pour 8107 et les réalisations pour 6361 sont en légère augmentation pour tenir compte des régénérations et des plantations forestières. Évolution du plan de chasse grand cervidé. Les attributions 1474 pour 1011 réalisations, soit 68%. Certains secteurs sont en sous-réalisation en biche et nous constatons des concentrations très importantes de cervidés, créant des dégâts insupportables. Pour la saison prochaine, il vous sera demandé un effort important de réalisation sur les biches. Évolution du plan de gestion sanglier. Depuis 2013, nous avons plus que doublé les prélèvements pour atteindre cette année 9 762 réalisations, toujours insuffisantes au vu des populations restantes. Le prix des bracelets et de la contribution hectare dépendent directement du montant des dégâts. L'enchaînement est trouvé. Évolution des dégâts de grand gibier, toutes espèces. En euros, 1 073 802. Cette somme dépend directement du prix des denrées agricoles et du rendement. Deux critères que nous ne maîtrisons pas, et ceci sans les vacations et sans la prévention. En hectares, cette année, 905 hectares, c'est 80 hectares de moins que l'année dernière, hors resemis et remis en état, et c'est justement ces derniers postes qui posent problème. Vous regardez la carte des dégâts, toutes espèces confondues. C'est bien sûr une carte qui a tendance à s'assombrir. Maintenant, je passe à la cotisation liée au grand gibier, au prix du timbre grand gibier. Les membres du conseil d'administration proposent de maintenir le prix du timbre grand gibier à 25 €. On va donc passer au vote de la résolution numéro 7 qui porte sur l'approbation du prix du timbre grand gibier départemental pour la saison 2021-2022. Les votes sont ouverts. N'oubliez pas de valider votre choix. Voilà, 48% de participants ont voté. Nous en sommes maintenant à 87%. Il vous reste encore quelques instants pour vous prononcer, n'hésitez pas. Nous sommes maintenant à 91%. « 93%, les votes sont clos. Nous allons maintenant passer au résultat. Donc, le prix du timbre grand gibier pour la saison 2021-2022 est fixé à 25 € avec 718 voix pour, 29 contre et 19 abstentions. Nous passons maintenant à la fixation des prix des bracelets. Il n'y a pas de changement par rapport à l'année dernière. Pour le chevreuil, 25 €. Pour le cerf, 285 €. La biche, 245. JCB, 215. Le cerf Sika, 10 €. Le daim, 10 €. Le mouflon, 10 €. Les sangliers de parc et enclos à 10 €. Et concernant le remplacement, pour le sanglier, le remplacement des bracelets en ouverture anticipée, gratuit jusqu'au 14 août et 20 € du 15 août à l'ouverture générale au 19 septembre.
Voici la carte avec le prix des bracelets, avec les couleurs. Pour la première, le premier quart en haut, le premier en quart. UG 1, 4, 7, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 20 euros. En vert, l'UG 2, 17, 18, sans contribution hectare, 20 euros. En orange, pour l'UG 16, le prix 30 euros. En vert clair, UG 5, prix 45 euros. En gris, l'UG 13, 50 euros. En bleu, UG 6, 60 euros. Et en ce qui concerne la taxe d'abattage, l'UG 3, 8, 9, 10 et 11, au prix de 60 euros. Voilà, on va donc passer au vote de la résolution numéro 8 portant sur l'approbation des prix des bracelets de toutes les espèces de grand gibier pour la saison 2021-2022. Les votes sont ouverts. Vous pouvez voter en validant votre choix. Voilà, donc 18% de 50% de votants. Voilà, on atteint quasiment les 80%. « 83%. Et on va arriver au terme de la minute fatidique qui vous permet de vous exprimer. Voilà, les votes sont clos avec 91% de participation. Nous allons donc vous annoncer les résultats. Donc, les prix des bracelets de grand gibier pour la saison de chasse 2021-2022 sont approuvés avec 614 voix pour, 129 voix contre et 10 abstentions. Nous allons maintenant vous présenter les prix de la contribution à l'hectare. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter la méthode de calcul de la contribution qui s'appuie sur l'autofinancement des dégâts constatés l'année dernière sur les territoires qui sont soumis à la contribution à l'hectare. On prend toujours en compte les surfaces boisées et 1/10 des surfaces de plaine comme assiette de cotisation. Cette année, nous avons modifié le seuil d'éligibilité de la contribution qui passe de 5 à 10 sangliers attribués afin de supprimer l'effet de seuil de certains territoires qui ne voulaient pas dépasser les 5 sangliers alors que leur territoire permettait de prélever bien plus. Alors, le principe de cette taxe, si le coût de revient des bracelets attribués par rapport aux dégâts dans l'unité de gestion est supérieur à 60 €, l'unité de gestion passe à la contribution à l'hectare. Si les attributions d'un territoire sont inférieures à 10 sangliers, inférieures ou égales à 10 sangliers, le prix des bracelets est sur une base forfaitaire de 60 € pour la première attribution, puis 20 € pour le reste de la saison. Pour les territoires avec une attribution supérieure ou égale à 11 sangliers, ils sont soumis à la contribution à l'hectare et règlent 20 € par bracelet attribué. La contribution se calcule ainsi, donc le coût des dégâts de l'année N-1, moins les produits de la vente des bracelets, donc ça c'est pour unité de gestion, et ensuite on divise ce qui reste à payer par la surface des territoires concernés par la contribution à l'hectare. On obtient donc la proposition suivante pour l'ensemble du département de l'Oise. Alors je vous laisse regarder, on se rend compte que la carte est très hétérogène avec de nouvelles unités de gestion qui arrivent comme l'unité de gestion 1 et la 12 et des prix qui reflètent la situation sur le terrain. Toutefois, à l'intérieur de certaines UG, on constate une différence importante de la répartition des dégâts d'un secteur à l'autre. C'est pourquoi nous avons appliqué des prix différents par secteur pour en tenir compte.
Voilà, je vous propose de faire un focus sur les 3 unités de gestion les plus chères, en sachant que la taxe va de 2 € l'hectare à 20 € l'hectare cette année. J'espère que vous avez pu prendre le temps de voir où vous vous situez sur cette carte. Donc, je vais faire un focus sur l'unité de gestion 15. Le coût de l'indemnisation des dégâts de sangliers, on a enlevé les dégâts de cervidés bien sûr, avec la prévention qui est à financer sur cette unité de gestion est de 188 257 €. Le secteur 36 est responsable à 75% de la facture. On a donc distingué 2 tarifs. Le tarif pour le secteur 36 à 20 € l'hectare en autofinancement et le tarif pour les secteurs 37-38 à 5 € l'hectare, là aussi en autofinancement. Pour l'unité de gestion 22, le coût de l'indemnisation des dégâts sangliers à financer par la contribution s'élève à 113 941 €. Le secteur 55 enregistre 67% de la facture. Mais on a tenu compte de l'impact du département voisin et particulièrement de la forêt de Retz sur l'apparition des dégâts. Le coût réel du secteur 55 s'élèverait à 18,43 € l'hectare. Mais le conseil d'administration a décidé de le ramener à 15 € l'hectare. Le coût réel du secteur 54 est quant à lui à 10,40 €. Alors, on nous renvoie aussi souvent le fait que certains territoires ont fait l'effort de prélever plus et qu'il est anormal d'être alors soumis à la cotisation à l'hectare. C'est pourquoi on a regardé l'impact des prélèvements de la saison 19-20 sur les dégâts de l'été 2020. Et on se rend compte que l'augmentation des tableaux de chasse n'a malheureusement pas eu l'incidence sur la survenue des dégâts. Alors vous avez là le nombre de sangliers prélevés par commune sur l'unité de gestion 7. Et voilà, on s'est posé la question de l'impact des prélèvements sur l'apparition des dégâts. Malheureusement, on a enregistré plus de 88 000 € de dégâts sur l'UG7. Alors on peut expliquer ce phénomène par une pression de chasse encore insuffisante, malgré son augmentation, ou un tableau de chasse déséquilibré qui préserve encore les reproducteurs. Bien sûr, le plus grave serait de laisser faire les dégâts dans l'indifférence générale, sans avoir conscience de la responsabilité qui vous incombe, et laisser une telle situation se dégrader, au risque de voir les coûts s'envoler. Donc, pour cette unité de gestion 7, le coût de l'indemnisation des dégâts est donc de 88 441 €. On a constaté que 90% de ces dégâts étaient localisés dans les secteurs 14 et 15. Le coût réel de la contribution à l'hectare des secteurs 14 et 15 devait s'élever à 28,34 €. Le conseil d'administration a décidé de ne demander que 20 € pour tenir compte aussi de l'affluence des départements limitrophes à cette unité de gestion. Le secteur 16, quant à lui, est soumis à une taxe à l'hectare de 5 €. Voilà, pour autant, le conseil d'administration a décidé aussi de récompenser les comportements vertueux en mettant en place des mesures incitatives avec l'instauration d'un bonus. Donc là, c'est important parce que ça va permettre effectivement d'aller chercher des réductions de prix, mais qui seront automatiquement atteints si on fait baisser les dégâts, et c'est ce qui est recherché. Donc l'instauration du bonus sera mise en place si les territoires utilisent le remplacement gratuit des bracelets sangliers en période anticipée et de ce fait atteignent un pourcentage significatif de tirs d'été dans le tableau de chasse final. Si ces territoires participent à la prévention, à la pose de clôture en signant une convention, et si on constate une baisse des dégâts dès cet été. Je voudrais ajouter sur ce bonus, c'est important. On a dit jusqu'à 20% de la facture, mais on va étudier au cas par cas et ça peut descendre beaucoup plus, si jamais il y a vraiment des actions significatives. Il y avait une sorte d'injustice de ne pas avoir ce bonus. Et je remercie François Paternotte et Georges Chadufault de nous avoir alertés. François Paternotte nous a donné l'exemple sur le GIC du Noyonnais. Il a baissé de 70% les surfaces détruites. C'est-à-dire qu'il est passé de 11 hectares à 3 hectares.
Tout ça par une implication très forte de ces chasseurs sur leur financement pour les clôtures et des actions qui ont fait qu'ils sont arrivés à baisser la facture. Et très justement, il nous dit, mais que faites-vous pour ceux qui jouent le jeu par rapport à ceux qui ne le jouent pas? Je pense qu'il a eu la réponse, parce que sur les G17, si ma mémoire est bonne, le bracelet est passé de 40 à 20, donc il a le résultat de ses efforts. Et Georges Chadufo aussi nous avait alerté, il a dit, moi j'ai protégé plus de 30 hectares de maïs à Pontpoint, qu'est-ce que vous faites pour récompenser ceux qui jouent le jeu et qui vous aident à diminuer les dégâts? Donc c'est chose faite. Je vous dis, ne tenez pas compte, c'est une moyenne qu'on a estimée, mais si vraiment il y a une implication, et les deux exemples que je vous donne l'ont prouvé, s'il y a une implication très forte du monde des chasseurs, en maintenant en plus renforcée par le SAD, j'en reparlerai tout à l'heure, on devrait arriver à baisser d'une manière très significative le coût de la chasse au sanglier dans l'Oise, qui, je reconnais, atteint des niveaux qui deviennent insupportables, mais on est obligé de le faire parce qu'il y en a qui ont, je le dis, et je le dis clairement, des comportements égoïstes qui ne sont pas acceptables. Donc on a décidé maintenant de faire porter l'effort sur ceux qui ne jouent pas le jeu et de donner des bonus à ceux qui le jouent, de manière à arriver à une situation équilibrée et acceptable pour tous, et qu'on puisse ne pas avoir chaque année cette épée de Damoclès avec des dégâts inconsidérés et qui grèvent fortement et qui mettent en danger certaines fédérations. La fédération de l'Oise, parce qu'elle est gérée en bon père de famille, n'est pas encore en danger, mais si ça continue comme ça, elle finira par l'être sur ses finances, alors qu'il y en a en France, je pense aux Landes, je pense à d'autres pays, à d'autres départements, qui sont carrément en cessation de paiement à cause des dégâts de sanglier. Il faut que ça s'arrête, d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. D'où ce bonus, et je remercie encore une fois François Paternotte et Georges Chadufo de nous avoir alertés là-dessus. Ils ont raison, il faut récompenser ceux qui jouent le jeu, et nous le ferons. Et je vous dis, on pourra aller même beaucoup plus loin que ces 20%. Voilà, donc on va passer au vote de la résolution numéro 9, qui porte donc sur l'approbation du prix de la contribution à l'hectare pour la saison 2021-2022. Les votes sont ouverts. N'oubliez pas de valider votre choix. Et si vous n'arrivez pas à accéder à l'espace de vote, de bien quitter le mode plein écran de votre ordinateur ou de votre tablette. Là, nous avons 42% de votants. Et on fait un bond à 69%. « 86% maintenant. C'est un sujet qui intéresse, on le sait, hein, qui est très sensible aussi. 88. Alors peut-être à atteindre les 90%. Pour l'instant, on est à 88. Allez, 1, 2, 3, 4. Voilà, les votes sont clos. Je vous remercie. On va donc maintenant passer au résultat du vote. Alors, la contribution à l'hectare telle qu'elle vous a été présentée et approuvée par 478 voix pour, 164 voix contre, 87 abstentions. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Bernard qui va vous présenter le SAD. Voilà. Alors, concernant ces chartes de bonnes pratiques, les principes sont qu'il existe dans l'Oise une volonté commune d'identifier les pratiques agricoles et cynégétiques qui génèrent des dégâts de manière systématique et qu'il faut combattre. Et ceci est une première nationale. D'où la création du service d'action dégâts, que l'on nommera le SAD, qui mènera des actions, bien sûr, sur les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques des chasseurs, sur la prévention des dégâts
et avec l'intervention de la DDT, la mise en place d'une grille d'abattement destinée à faire cesser les mauvais comportements. La composition du service d'action dégâts. Il y a un responsable agricole élu du secteur, un responsable de massif ou toute autre personne désignée par la Fédération des chasseurs, le lieutenant de louveterie du secteur, l'agent fédéral du secteur et l'animateur local de la fédération agricole. Ceci, bien sûr, pour toutes les unités de gestion et les secteurs. L'organigramme, l'organisation du service d'action dégâts fonctionne sur un signalement, soit directement à Luc Van Nabel et moi-même et aux responsables de la Fédération agricole. Nous faisons un constat de situation sur le terrain et nous demanderons bien sûr l'intervention des membres de ce service locaux. Le compte-rendu de ces membres pourra être éventuellement une fausse alerte, une zone à surveiller ou un réel problème. L'analyse de la situation en commun, il en sortira des propositions de solutions qui peuvent être la pose de clôture électrique, en période de chasse, l'affût ou les battues renforcées, ou un dysfonctionnement agricole qui donnera lieu directement à des abattements. La pose de clôture sera faite par les agriculteurs et les chasseurs, et bien sûr en période de chasse pour les affûts et les battues, c'est les chasseurs bien sûr. Et s'il y a impossibilité de mettre en place ces solutions, en dernier recours, nous aurons affaire bien sûr à des mesures administratives ordonnées par la DDT, le bureau chasse-forêt, avec l'intervention soit en battue administrative, soit en tir de nuit par les lieutenants de louveterie. Il faudra bien sûr en amont prévoir des emblavements, éventuellement des modifications de la culture à adapter en fonction de la sensibilité sur les dégâts, les emplacements et l'obligation de la rotation. Prévoir des équipes, bien sûr, pour intervenir pendant la période de chasse pour renforcer les battues et travailler en lien permanent avec le service de prévention Guillaume Ferdinand pour les clôtures électriques et la disponibilité des clôtures. Et surtout, et je pense que c'est en route, rétablir le dialogue entre chasseurs et agriculteurs, et je pense que ça fonctionne déjà bien. Je vous remercie. Bernard, je me permets d'insister sur le SAD, parce que c'est vraiment un dispositif qui va nous aider à sortir de cette impasse des dégâts qui devient, je le répète, très lourd pour la Fédération. Parce que pour la première fois, je l'ai dit dans mon rapport moral, mais je voudrais insister pour que nos amis comprennent bien, le monde agricole et le monde cynégétique ne se rejettent plus la pierre en disant c'est de votre faute, non, c'est de votre faute. Ils ont décidé, la main dans la main, de faire face à cette problématique et surtout de trouver les solutions. Il y a des dysfonctionnements des deux côtés, on est d'accord, tant du monde agricole que du monde cynégétique des chasseurs. Il y a eu des abus des deux côtés et les SAD va permettre d'agir là-dessus. Dans l'intitulé, il y a quelque chose qui change tout, c'est action, des gars. Action. Nous allons agir. Nous ne supportons plus d'arriver à constater des dégâts lorsque le champ est complètement ravagé. C'est inadmissible, on ne peut plus accepter ça. Et sans avoir été prévenu, qu'on puisse intervenir, ou on le dit, ah bah oui, mais moi je ne chasse pas, vous comprenez. Non, ce n'est pas acceptable. Donc le service Action Dégâts va permettre d'aller très en amont pour stopper ça. Donc il faut que l'ensemble des chasseurs soient derrière les agriculteurs et derrière sa fédération pour arriver cette année, pour la première fois, à faire reculer ces dégâts de manière à retrouver une chasse apaisée sur le sanglier et surtout acceptable financièrement. Donc j'insiste beaucoup, on sait qu'il y a eu des dérives des deux côtés, il y a eu une prise de conscience des deux côtés. Moi je me souviens, il y a encore pas si longtemps, on disait, le monde agricole disait, les dégâts, c'est les problèmes des chasseurs, c'est pas le nôtre. Avec Régis de Ribaud, ça a complètement changé parce qu'on s'aperçoit qu'on est dans une impasse. Seul, on n'y arrivera pas.
D'abord, il y a des problèmes de non-chasse qu'il va falloir résoudre. Il y a des problèmes de sous-chasse, je dirais, des gens qui ne chassent pas assez. Je suis désolé, ils ont une mission de service public. Hein, s'ils n'arrivent pas à chasser assez et qu'il y a des grosses populations, qu'ils nous le disent. On va faire le boulot à leur place. Mais cette fois-ci, je veux que cette année, il y ait un recul réel des dégâts de sanglier et qu'on retrouve une saison apaisée. Voilà. Mesdames, Messieurs, amis chasseurs, bonsoir. L'année 2020 que nous venons de connaître avec cette épidémie Covid a rendu complexe la gestion du petit gibier. Voilà maintenant plus d'un an que ce Covid rend difficile, voire impossible, l'organisation de nos comptages perdrix faisant. Ces comptages sont essentiels car ils nous permettent d'avoir un point de situation précis de l'évolution de nos populations. Malheureusement, nous sommes pour cette année cynégétique 2020 confrontés aux mêmes difficultés. Malgré tout, grâce à notre expérience et à nos bases de données, nous sommes en capacité de bâtir des projections assez fines de l'état de santé de nos populations. Vos remontées de terrain ainsi que l'analyse de nos agents nous sont précieuses pour affiner tout cela. Globalement, nous pouvons qualifier l'année 2020 comme médiocre, bien en deçà de nos espérances, alors que nous étions assez optimistes suite au printemps favorable. Grande fut notre déception au moment des échantillonnages d'été, avec des indices de reproduction décevants pour nos 3 espèces fétiches que sont le lièvre, la perdrix et le faisan. Et cela sans explication certaine sur le pourquoi. Le film qui suivra mes propos vous permettra d'avoir un point de situation complet de l'action que nous menons, de votre action pour le petit gibier. Je tiens à remercier Kevin, Nicolas et Clément pour la réalisation de ce film. Je tiens également à remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien sur les territoires pour porter la politique fédérale petit gibier, c'est-à-dire vous, amis chasseurs, mais aussi l'ensemble du personnel de cette fédération qui œuvre à vos côtés. Je ne peux oublier les piégeurs, les déterreurs, les lieutenants de d'outrerie, tout ce maillon d'une chaîne essentielle à la bonne santé du petit gibier. Malheureusement, je ne peux que constater que sur de nombreux territoires, un relâchement, voire un abandon de la gestion petit gibier est actuellement en cours. Je sais cette gestion difficile, bien ingrate, beaucoup de travail, de sacrifices, de temps passé pour des résultats qui ne sont pas au rendez-vous. Ne baissons pas les bras. Je vous demande, amis chasseurs, à amplifier vos mesures de gestion sur vos territoires, et cela passe par un renforcement de l'agrainage, de l'aménagement et par un effort de régulation des prédateurs. Les courbes de population de renards ainsi que celles des corvidés sur certains territoires m'inquiètent. Nous pouvons toujours rejeter la faute sur le monde agricole, sur les évolutions climatiques, sur le territoire voisin pour expliquer la baisse du petit gibier sur son territoire. Mais force est de constater que nous avons, nous chasseurs, notre part de responsabilité. Soyez rassurés de la volonté de la commission petit gibier, de votre fédération, de porter avec l'ensemble des territoires volontaires une politique dynamique, mais nous ne pouvons le faire seuls, nous devons le faire avec votre implication totale. Notre volonté, ma volonté, est d'être à votre écoute, à l'écoute des territoires pour adapter nos actions. Régulièrement, nous reviendrons vers vous pour vous interroger, vous sonder à travers quelques questions simples, précises, et cela par le biais du site de votre fédération ou par mail en direct. C'est ce que nous avons fait dernièrement en vous interrogeant sur la date souhaitée d'ouverture du lièvre. C'est plus de 360 retours de réponses de votre part, et ce qui a entraîné la décision de reculer l'ouverture de l'espèce au 10 octobre sur l'ensemble du département de l'Oise. L'avenir de la chasse passe par le maintien du petit gibier sur nos plaines, et cela en étant acteurs de notre destin. Ensemble, œuvrons pour cela. Je vous remercie et je vous invite à découvrir l'activité de la commission Petit Gibier à travers ce film qui suit.
Alors, me revient maintenant le temps de vous présenter pour l'approbation ensuite les dates d'ouverture et de fermeture pour la saison de chasse 2021-2022. Donc, l'ouverture générale se fera le 19 septembre 2021 avec une fermeture au 28 février 2022. Pour le sanglier, ouverture au 1er juin 2021 à l'affût et à l'approche dans les communes en PGCA niveau 2 et en plaine pour les autres communes. Le 15 août au 18 septembre 2021, à l'affût et à l'approche et en battu sur les territoires en PGCA niveau 2 et en plaine pour les autres territoires, sinon ouverture pour le sanglier au 19 septembre 2021 et une fermeture au 31 mars 2022. Pour la perdrix grise, les territoires qui sont en convention et GIC, ouverture 19 septembre 2021, fermeture 31 décembre 2021. Pour les autres territoires, donc les 3 premiers dimanches à déclarer à compter de l'ouverture générale, ou donc 3 jours à déclarer et soumis à l'avis de la Fédération avant le 13 septembre 2021 et 3 jours entre le 19 septembre et le 31 décembre 2021. Les lièvres pour les territoires qui sont en convention et GIC. Alors c'est là le changement qu'il faut retenir pour l'année 2021. L'ouverture se fera pour le lièvre au 10 octobre 2021 et la fermeture au 31 décembre 2021. Pour le lièvre, les autres territoires, donc 3 jours, les 3 premiers dimanches à compter de l'ouverture du lièvre, qui, je rappelle, se fera le 10 octobre 2021, ou donc 3 jours à déclarer et soumis à l'avis de la Fédération avant le 27 septembre, entre la date du 10 octobre et du 31 décembre 2021. Le lapin de Garenne, ouverture 19 septembre, fermeture 28 février 2022. Le faisan commun, ouverture 19 septembre 2021, fermeture 31 janvier 2022. Perdrix rouge et faisan vénéré, 19 septembre 2021 pour l'ouverture et une fermeture pour le 28 février 2022. Voilà, Président, pour les dates d'ouverture et de fermeture pour la saison 2021-2022. Voilà, je vous propose qu'on passe donc au vote de la résolution numéro 10 qui porte sur l'approbation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour la prochaine saison, telles qu'elles vous ont été présentées. Voilà, vous pouvez donc voter. Là, vous avez vu les changements cette année, l'ouverture du lièvre le 10 octobre et la fermeture du lièvre et de la perdrix au 31 décembre, comme cette année, puisqu'on avait reporté la fermeture. Donc, on a anticipé un éventuel épisode de contrainte. Mais ce n'est pas non plus une obligation, chacun est libre de chasser comme il le veut à l'intérieur de cette réglementation. Voilà, vous êtes 80% à avoir voté. Les votes vont bientôt se terminer. N'hésitez pas à vous exprimer et n'oubliez pas de valider votre choix. Voilà, pardon, excusez-moi, les votes sont clos. On va donc passer aux résultats. Et donc, les dates sont approuvées avec 497 réponses positives, 132 contre et 40 abstentions. Voilà, il est temps maintenant de conclure cette Assemblée générale. Je tiens à vous remercier de votre fidélité. Vous étiez 129 participants au début et vous êtes toujours 129. L'exercice n'était pas simple, mais vous êtes bien adaptés. Et je laisse maintenant la parole au président Aldo Fauve. Bien, écoutez, Marc, vous avez dit le mot de la fin. Je pense que tout le monde a envie de casser la croûte. Malheureusement, on ne pourra pas le faire ensemble. J'espère que ce type d'AG est la dernière que nous vivons. D'ailleurs, je vous demande de réserver la salle pour l'année prochaine et qu'on retrouve nos habitudes de convivialité. Avant de conclure, nous avons 4 questions qui ont été posées par nos amis. La première, qu'est-ce que la Fédération de la chasse pense faire pour l'affût de nuit pour défendre les cultures? Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité puisque la chasse de nuit, comme vous le savez, est formellement interdite. Mais elle est déjà pratiquée
quand les cultures sont impactées, on en a largement parlé dans cette assemblée, par les lieutenants de louveterie, pour pouvoir protéger les cultures. La deuxième, je vais la passer à Denis Pipe, puisqu'il est à côté de moi. Comment envisagez-vous une meilleure reconnaissance du piégeage ? Alors, question difficile. Tout d'abord, je voudrais saluer et remercier ceux qui, au quotidien, sur les territoires, œuvrent et réalisent la régulation des prédateurs sur leur territoire. Ils sont trop peu, c'est le constat que nous faisons au sein de la Fédération des chasseurs. Il faut continuer à développer l'intérêt du piégeage, de la régulation pour le développement des populations petit gibier. C'est déjà en ça que nous œuvrons au sein de la Fédération, par de la formation, et en accompagnement aussi avec les différentes associations, et je pense à l'association des piégeurs de l'Oise, avec qui nous œuvrons pour essayer de développer cette appétence à la régulation et au piégeage, avec des règles qui sont malheureusement pas toujours faciles, des contraintes réglementaires pour les piégeurs qui sont difficiles à porter. Et c'est là aussi où nous les aidons avec de nouvelles technologies, en finançant par exemple pour tout ce qui est détection des piégeages, des outils qui permettent à distance, avec des téléphones portables, de savoir si le piège a été déclenché et autres. C'est des actions comme celle-ci que nous menons. La volonté aussi de dire que la première récompense qui est apportée aux piégeurs, c'est de voir un développement de ces populations sur son territoire. C'est sa propre récompense et c'est celle-ci que l'on veut favoriser et développer. Ça, c'est un point. Il y a un deuxième point aussi, et ça, c'est ce qui se fait dans de nombreux territoires et en particulier des GIC, dans les attributions, lorsqu'il y a un piégeur qui est reconnu sur un territoire, sur une collectivité, on joue un peu le principe du bonus-malus dans les attributions par rapport à un territoire où c'est pas piégé, pas agréné, et aménagé, il y a des malus. Et donc, on favorise, c'est l'état d'esprit que certains GIC ont en action, de favoriser par des attributions supplémentaires, des bonifications, dès lors qu'il y a action de régulation. Donc, c'est tout un ensemble que nous essayons, dans un relationnel qui se développe avec l'association des piégeurs, de la formation, de la prise en compte, du soutien, de l'aide financière aussi, bien entendu, pour tout ce qui est les queues de renard et autres. C'est un travail et des montants quand même assez conséquents que la Fédération des chasseurs apporte dans l'état d'esprit de la régulation et en soutien aux piégeurs pour le département de l'Oise. Merci Denis. J'ajouterais que le président des piégeurs peut prendre contact avec Cindy Roger et Marie Astrid, parce qu'on a un journal trimestriel et ils peuvent communiquer dessus pour valoriser leur action, qui, on le répète, est pour nous capitale pour la sauvegarde du petit gibier. Il y a une autre question, excusez-moi, est-ce que le mot chasse apparaîtra à nouveau sur l'affiche de la fête prochaine de la ruralité? Bon, il n'y en a pas cette année, et comme vous le savez, c'est sur les 2 ans, j'en sais rien, il va falloir que l'on regarde qu'est-ce qui est le plus payant, mais on n'a pas mis notre drapeau dans la poche pour cette fête-là. Je crois que celui qui regardait l'affiche, vraiment, s'il ne comprenait pas que c'était une fête de la chasse aussi, mais je n'ai pas de blocage particulier. De toute façon, ça n'a jamais été le genre de la fédération de mettre son drapeau dans la poche en essayant de cacher qu'on aimait la chasse et qu'on défendait la chasse. Une autre question sur la stratégie de la fédération pour attirer et fidéliser les jeunes chasseurs. Eh bien, on fait déjà pas mal d'actions, c'est-à-dire une formation gratuite, une baisse du permis sur les 2 premières années. On les aide à retrouver des territoires. Donc pour nous, c'est capital, les jeunes permis. Je ne connais pas une entreprise, quelle qu'elle soit, qui ne veut pas développer ses adhérents. Or, nous, malheureusement, nous sommes une population qui n'est pas toute jeune. On a une moyenne d'âge, même si elle n'est pas la pire en France, dans l'Oise, que je crois qu'elle est de 53 ans, alors qu'elle doit être de 57 ans au niveau national. Néanmoins, pour différentes raisons, chaque année, on perd aussi un peu de permis. Si on n'a pas une stratégie offensive pour récupérer des nouveaux permis, eh bien, on a tout faux. Donc, et puis, j'ajouterais qu'on communique de plus en plus parce que votre fédération
est une fédération très environnementaliste, c'est-à-dire que nous, ce que nous voulons démontrer, c'est que le monde de la chasse apporte à la société et à la défense de la biodiversité ordinaire. Sans nous, beaucoup de choses n'auraient pas lieu. Sans nous, qui planterait les haies, qui empêcherait les marais de s'enfermer et qui permettrait la sauvegarde des espèces, qui permettrait l'équilibre dans les forêts agro-sylvo-cynégétiques, dans les forêts, avec beaucoup de mal, mais on œuvre en permanence, et j'en passe d'autres, la veille sanitaire et autres. Donc nous cherchons justement à démontrer, je l'ai dit tout à l'heure dans mon rapport moral, que la chasse est avant tout d'une utilité publique. Malheureusement, je vous dis, les gens ne savent plus de quoi ils parlent, et ils ont des discours qui sont dus plus par l'ignorance qu'autre chose. Voilà. On est arrivé au bout de cette assemblée, je vous le répète, j'espère ne plus la revoir. Je voudrais remercier l'ensemble des collaborateurs de la Fédération qui ont œuvré. C'est pas facile d'organiser ça. Je voudrais remercier aussi notre société d'événements Octave Evan, qui s'est pas planté. On n'a pas eu de buzz. On en a eu un tout à l'heure, mais il l'a réparé avant qu'on démarre. Donc bravo à vous. Surtout qu'en ce moment, c'est pas tellement rose parce que les événements, il n'y en a pas beaucoup. Donc vous voyez, grâce au monde de la chasse, on en a créé un. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à œuvrer. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien, soyez prudents, et je souhaite vraiment de tout cœur que l'on se revoie à la prochaine AG. Je vous promets, il y aura un casse-croûte amélioré. Je suis désolé, chacun va aller casser la croûte de son côté, mais à la prochaine, quand on va se revoir, je vous garantis qu'on va faire la fête. Allez, bonne soirée et merci de votre attention.